Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Tony Pinville, un très bon ami entrepreneur à la tête d'Euritech, très grande start-up de l'univers du luxe. Tony va nous parler de son parcours, de sa passion pour la technologie, des changements qu'apporte l'intelligence artificielle dans le secteur du luxe et de la manière dont Euritech aide les marques à se développer. Bon voyage et bon podcast. Tony Pinville, bonjour. Bonjour. On vous accueille aujourd'hui, on est très content parce que vous abordez avec votre société Euritech un pan assez nouveau pour une partie du luxe et de la mode. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ouais. En tout cas, vous êtes sur ce secteur-là, vous avez une start-up. Euritech fait quoi dans l'intelligence artificielle? Parce que l'intelligence artificielle, c'est vaste. C'est très vaste et c'est très difficile aussi à définir. Nous, en quelques mots, Euritech, on accompagne les marques de luxe, de mode, pour prédire les tendances consommateurs, les tendances produits. Et en fait, on analyse les images des réseaux sociaux pour faire ça. Parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, il y a une masse énorme d'informations. Et on peut recueillir, synthétiser toute cette information-là pour dire aux marques, par exemple, que la tendance dans un an sera sur la robe safran ceinturée qui fera plus 10%. Très bien. On va revenir sur tout Voilà. ça, mais ce qui m'intéressait aussi, c'est que vous avez un parcours qui n'a rien à voir avec la mode initialement. Vous venez d'où? Vous avez quel itinéraire? Moi, mon background, il est totalement tech, dans l'informatique. Moi, j'ai grandi dans l'informatique. J'ai toujours fait de l'informatique depuis le départ, hein, parce que bon, j'ai quelques années et l'informatique au départ était pas forcément très développée, mais dès le départ, dès mes 7-8 ans, j'ai touché un ordinateur. Et j'ai fait toute ma carrière avant de monter Euritech dans l'informatique, dans le développement d'applications informatiques, avec aucun rapport avec la mode, mais vraiment dans le développement de solutions, dans des branches comme la finance de marché. Donc assez éloigné, mais avec une problématique technique très importante où j'ai compris qu'on pouvait développer des solutions à très forte valeur ajoutée avec ces outils-là. Et en fait, dans ce secteur-là du développement, il y a des tendances aussi. Il y a des grands courants, il y a des choses qui se passent. Vous, quel courant vous avez pris finalement qui vous a amené vers l'IA? Ouais. Alors, en fait, ce qui est intéressant, effectivement, il y a des courants. Moi, c'est vrai que j'ai commencé au niveau professionnel informatique en 99, donc c'était vraiment le début de l'avènement de Internet, enfin Internet surtout au niveau commercial, avec le développement de sites Internet, avec une bulle énorme où il y avait des opportunités énormes, et puis ça a duré jusqu'à 2003, et après il y a eu un petit peu de... ça s'est un peu calmé, mais pendant de 99 et 2003, il y a une effervescence énorme, même encore peut-être plus important que ce qu'il y a eu avec l'intelligence artificielle maintenant. C'était quelque chose où il y a des opportunités énormes. Ça, vous avez vécu ça? Ouais, j'ai vécu ça d'intérieur. Vous faisiez quoi à ce moment-là? Voilà, vraiment développement d'applications, de sites web, à la fois donc sur le développement d'interfaces de sites web, mais aussi l'intérieur, c'est-à-dire développer des serveurs pour récupérer de l'information, développer ce qu'on appelle le développement back-end, c'est ce qu'on voit pas, mais qui permet de récupérer beaucoup d'informations. Notamment, dans une société qui s'appelle Bourse Direct, qui fait du courtage en ligne pour les particuliers, si vous voulez acheter des actions en ligne. Il y a tout un système pour s'assurer que le passage d'ordre se fait bien, tout un système pour récupérer les cours de bourse. Donc une problématique technique très intéressante. Moi, je n'étais pas forcément intéressé par le sujet de la bourse en ligne, mais par les problématiques techniques derrière. Et ça, le fait de gérer énormément de data, d'avoir des contraintes parce qu'il y a beaucoup d'argent en circulation, ça rend le challenge technique super intéressant. D'accord. Donc vous, finalement, ce qui vous a amené vers la mode, c'est pas le côté sexy de la mode, mais c'est le côté sexy de la technique. C'est vrai. C'est un peu ça. Avant d'arriver dans la mode, effectivement, moi je me suis beaucoup intéressé dans le développement d'applications informatiques, mais au bout d'un moment, j'ai eu l'opportunité de faire des projets très intéressants informatiquement parlant, de créer en fait à l'intérieur d'une société des nouveaux projets. Moi, c'est ça que j'aimais, c'était créer finalement des nouveaux projets et pas forcément maintenir quelque chose d'existant. Et au bout d'un moment, j'avais une certaine routine qui s'installait. Et je me suis lancé en fait un certain défi parce qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait depuis très longtemps sans l'avoir vraiment étudié, c'était l'intelligence artificielle, qui était pour moi un concept très vague à l'époque, avant de vraiment m'y intéresser et de faire de la recherche dedans, mais quelque chose qui me passionnait dans le sens où je me dis, tiens, est-ce qu'on pourrait pas s'inspirer du fonctionnement du cerveau humain pour faire des machines intelligentes, sachant que l'intelligence c'est difficile à définir et l'intelligence artificielle encore plus difficile à définir. Mais ça, c'est ça qui m'intéressait. Et là, c'est assez intéressant. Je me suis dit, allons voir des laboratoires de recherche
j'ai envie de faire une thèse en intelligence artificielle. D'accord. Voilà. Et donc je me suis dit, voilà, on va faire en 500 d'un défi, c'était avant mes 30 ans, je vais faire de la recherche en intelligence artificielle. Génial. Et là-dessus, dans la mode, les gens qu'on rencontre pendant le podcast, souvent ont des rencontres marquantes, des mentors. Vous avez rencontré des gens qui vous ont orienté exactement. aussi C'est exactement ça. C'est marrant parce que je lui ai envoyé un mail ce matin et c'est justement la personne qui a été mon directeur de thèse, donc quelqu'un qui s'appelle Stéphane Doncieux, qui lui est vraiment un spécialiste dans la recherche en intelligence artificielle, plus précisément dans des algorithmes dits évolutionnistes. On pourra rentrer dans les détails si vous voulez. Et quand j'ai vu ces sujets-là que je connaissais pas, je me suis dit, voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie d'étudier, parce que c'est à la croisée de l'inspiration de la théorie de l'évolution, l'inspiration du fonctionnement du cerveau humain, et comment on peut utiliser ces technos-là pour rendre des robots plus intelligents. Voilà, donc c'était un peu ça que j'avais compris, mais pas plus. Et je me suis dit, c'est ça, je veux faire une thèse, donc faire de la recherche là-dedans, pour mieux comprendre, pour faire de la recherche plus tard. Et quand vous avez réalisé cette thèse, le titre de la thèse, c'était quoi? Ah oula, bonne question. Elle est trop pointue. Je vais essayer de le dire, attention. Robotique évolutionniste, influence des pressions de sélection sur l'émergence d'une forme de mémoire de travail. Ah ouais, c'est hyper technique. En fait, forcément, quand on fait la thèse, on essaie de faire avancer la science. Alors, à un tout petit degré, j'ai fait un incrément de ridicule, mais c'est pour ça que le thème est extrêmement précis, parce que plus on creuse un sujet, plus on est sur quelque chose de très pointu qui va intéresser peut-être à la fin 3 personnes dans le monde. Ouais. Mais à notre tout petit niveau, on a fait un petit peu avancer la science. Ouais. Et voilà. Et cette personne-là m'a donné l'opportunité, parce que j'avais pas un parcours classique pour entrer pour faire de la recherche, parce que normalement, voilà, effectivement, c'est ensuite directement aux études, avec un master de recherche. Vous êtes revenu dessus. Moi, j'ai travaillé 10 ans, je travaillais dans la finance de marché, qui est le plus loin possible de la recherche académique, on va dire. Et voilà, il m'a donné l'opportunité. C'est vrai, c'est grâce à ça que ensuite j'ai pu monter Euritech. Ouais. Euritech, vous l'avez lancé quand? J'ai lancé en 2013 et en fait, moi ma thèse, je l'ai fait de 2009 à 2013. D'accord. Et c'est là en fait j'ai rencontré déjà mon futur associé et beaucoup de personnes qui sont maintenant au sein de l'équipe Euritech et qui ont constitué toute l'ADN technique de Euritech. Donc, en fait, il y a une grosse partie du bureau où on était qui s'est retrouvée chez Euritech. Donc ça, c'était assez intéressant et c'était vraiment passionnant de se retrouver sur un projet qu'on montait ensemble. Et voilà, nous, quand à la fin de nos thèses avec Charles, ce qu'on avait envie, on avait écrit des papiers ensemble de recherche et on avait envie de monter un projet ensemble. On savait pas trop sur quoi, enfin on savait que ça allait être autour de la technologie d'intelligence artificielle, on savait pas trop sur quoi, mais on avait vraiment envie de créer un projet ensemble autour de l'intelligence artificielle et de faire vivre une aventure comme ça. Et pourquoi la mode alors? Qu'est-ce qui vous a amené sur la mode? Parce que de ce que vous dites, vous n'aviez pas d'affinité particulière avec ce milieu-là, aucun de vous. Non. Pas du tout. Moi, c'était un domaine que je connaissais pas du tout. J'avais vraiment une vision, comme tout domaine qu'on connaît pas, une vision très faussée. Voilà, je pensais à quelque chose de très futile, qui était très loin de moi, parce que j'étais assez geek, on va dire, et donc très peu porté sur les types de vêtements, et comprendre l'évolution des tendances. En fait, ce qui nous a amené à la mode, c'est plusieurs choses. C'est encore une rencontre, en fait. Au départ, on a travaillé dans beaucoup de secteurs différents. D'accord. Par opportunité, c'est-à-dire qu'on a travaillé dans le secteur financier parce que j'avais des contacts et au fur et à mesure on développait la technologie comme ça. Mais nous, notre but, c'était pas juste de s'intéresser à la technologie, on avait envie de créer un projet qui fasse émerger quelque chose de nouveau, qui soit, un terme start-up qui est un peu pompeux, mais disruptif, si je peux me permettre, même si c'est un mot un peu galvaudé, c'est quand même qu'il n'y ait pas juste une simple innovation, mais quelque chose une innovation de rupture, quoi. Ouais. Et donc on a travaillé, et le fait de travailler dans l'informatique, on peut répondre à des milliards de problématiques. C'est-à-dire que c'est l'avantage et l'inconvénient. C'est-à-dire que c'est très simple de faire des prestations de services, de développer des solutions, mais de construire une solution, de construire un outil, ça demande un peu de challenge et de faire des choix. Donc on a travaillé dans la finance, on a travaillé dans l'agriculture, avec exactement la même technologie qu'on utilise pour la mode. On a une technologie qui permet de repérer les mauvaises herbes dans les champs de maïs. C'est génial. Et c'est exactement la même technologie, c'est-à-dire qu'on repère des renouées sauvages de type 2 dans un champ de maïs avec une technologie d'intelligence artificielle qui repère ça automatiquement. Donc c'est la même techno qui va repérer exactement. le dernier sac Bottega Veneta. Exactement. Exactement. C'est génial.
Voilà, et c'est l'apprentissage, donc les données qu'on donne à la machine pour apprendre, qui sont différentes bien sûr. Ouais. Sinon il y aura quelques petits soucis. faut pas croiser les deux en fait. Voilà. Mais voilà, dans différents sujets qu'on abordait, on n'arrivait pas à voir comment on pouvait apporter quelque chose de vraiment extrêmement innovant, de très changeant. Et en fait, c'est suite à une rencontre avec les équipes de chez Louis Vuitton, il y a à peu près 4 ans, qu'on a déjà appris à connaître un petit peu plus ce monde-là, à rencontrer les équipes, et on s'est rendu compte des enjeux qu'il y avait, liés un petit peu aussi au changement avec les réseaux sociaux, à l'évolution de la mode, des tendances mode qui étaient beaucoup plus rapides, que ces marques-là, que ce soit luxe ou mode, avaient besoin de comprendre plus rapidement, plus facilement, et de faire une synthèse de toutes les informations sur les réseaux sociaux. Donc on s'est dit, il y a vraiment quelque chose dans cette possibilité d'analyser, de comprendre les tendances consommateurs en analysant les images des réseaux sociaux. Il y a quelque chose, à la fois on parle d'un secteur qui n'est pas très à l'aise avec cette notion d'IA, d'intelligence artificielle, et la mode comme le luxe, il y a cette notion de création. Exactement. Vous dites, nous on vient vous faire de la prédiction sur ce qui va marcher dans 3-6 mois. Alors, il y a une notion qui vient challenger les équipes créatives, les studios là, non? Alors en fait ça dépend, parce que justement cette prédiction de tendance, elle va être plus potentiellement pour des marques plus mass market, alors que dans la partie luxe, nous, ce sur quoi on s'est intéressé, notamment au départ, c'était plus lors d'un lancement produit, donc pas dans la phase création ou design, mais plus aussi dans la phase de lancement d'un produit, pour arriver à voir dans quelle mesure un produit va fonctionner ou moins, et le comparer aussi par rapport à d'autres produits. Donc il n'y avait pas cette notion de on va dire aux designers ce qu'il faut faire, quoi. Et surtout dans la démarche historique, c'était plus avoir plus de compréhension de qui sont mes clients, et de voir les différences entre pays, et de voir les différences par rapport à d'autres produits concurrents. Vous voyez l'évolution, votre métier avec celui des créateurs, aller conjointement en fait. Vous ne dites pas non, on va remplacer l'équipe créative. Bien sûr. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est un outil d'aide à la décision. Donc, sur la partie designer, ça peut être par exemple pour faciliter l'exploration de tendances, d'avoir accès plus facilement à une masse d'informations énorme. Mais qui dit information énorme, notamment sur Instagram, dit difficulté extrême à trouver des images particulières, à trouver des influences. Donc l'intelligence artificielle, que ce soit avec nos outils ou de manière globale, peut aider justement à explorer plus facilement de l'information, peut être source d'inspiration pour les designers. Et en aucun cas, et en fait, on n'aura même pas les informations pour le faire, on va dire voilà le produit qui va fonctionner et que vous devez concevoir. En fait, ce qu'on peut donner, c'est des indications marché sur l'évolution des tendances. Par exemple, de dire je sais pas, le panier en osier, c'est une tendance qui est vraiment en croissance, en forte croissance. Nous, on dit ça. Ensuite, en fonction du positionnement de la marque va se dire ok, là, j'ai pas du tout de panier en osier. Soit je me dis, il y a un potentiel marché, donc je vais peut-être engager une production, briefer justement un designer pour dire, tiens, est-ce que tu aurais une idée sur ce panier en osier? Mais ça peut être aussi totalement l'inverse, justement si on est une marque de luxe, on veut être en amont des tendances, donc voir qu'il y a certaines tendances marché qui arrivent, et aller totalement à l'encontre, parce qu'on est une marque, on a un ADN spécifique, et on n'a pas besoin de suivre les tendances, plutôt. C'est nous qui allons créer d'autres tendances. Donc c'est vraiment un indicateur qui permet... Aujourd'hui, les clients que vous avez, justement, c'est des discussions que vous avez avec eux sur la manière dont vous ou vos équipes interagissent avec les équipes créatives, les équipes merchandising, avec qui vous discutez dans les marques, et il y a tout positionnement de marque? Ouais, en fait, ça dépend beaucoup des types de marques et des clients. Vu qu'on travaille à la fois avec des acteurs dans le luxe, dans le sport et dans le mass market, d'accord, le positionnement et les réflexions ne sont pas du tout les mêmes. Dans le luxe, effectivement, ça va être potentiellement plus dans, effectivement, je veux lancer un produit spécifique, je veux avoir quelques indicateurs plus tôt pour savoir si ça va marcher ou pas. J'ai potentiellement un produit iconique que je veux relancer, et je veux, avant de le relancer, avoir quelques indicateurs pour savoir est-ce que je dois le lancer ou pas. Donc, c'est-à-dire que ça vient pas de nous, le fait de dire tiens, il faut lancer ce produit-là, il faut lancer celui-là. C'est
plus confirmer ou infirmer certaines intuitions et aider dans cette prise de décision parce que ça peut rassurer certains décideurs. Donc on peut, suivant les marques, on peut s'adresser directement aux CEO ou aux équipes merchandisers, ou on peut aider aussi les équipes designers dans la partie exploration des tendances et même aussi apporter des données quali qu'on a récupérées sur Instagram et qu'on a analysées automatiquement. Et sur la grande distribution ou sur les chaînes spécialisées qui ont un grand nombre de points de vente, ces acteurs-là sont souvent inspirés de ce qui se passait sur les défilés. Ça vient aussi recroiser ces infos-là qui peuvent être perçues sur les défilés, puis peut-être ce qui est vu justement sur les réseaux sociaux. Oui, exactement. Ouais. Parce que nous, ce qu'on fait, par exemple, c'est analyser ce qui a été publié sur un fashion show et de voir l'impact que ça a eu sur les réseaux sociaux pour déterminer parmi les 50 tendances, 50 produits qui ont été diffusés pendant un fashion show, avoir une sorte d'information sur lesquels ont le mieux performé, auprès de qui, de quelle manière. Pour avoir quelques informations sur, après la session d'achat qui arrive juste après, pour dire, ok, tiens, parmi les 20 produits qu'on a présentés, celui-là, il a vraiment fonctionné beaucoup mieux. Mais le risque, c'est pas d'avoir la même offre partout. Si on a H&M, Zara et CA, peut-être qu'il va pas être sur le même segment de marché, mais qui repère, grâce à votre algo, le même sac. On risque d'avoir le même sac partout. Enfin, je sais pas, on extrapole, mais non, mais en fait, c'est intéressant. En fait, ce qui est intéressant avec notre technologie, c'est que justement, on peut être beaucoup plus granulaire que les tendances qu'on avait auparavant, où justement, on s'est dit, tiens, il y a cette tendance-là sur le bleu, ok, tout le monde va faire du bleu. Alors que là, ça peut être beaucoup plus subtil, et ça peut être aussi sur des tendances plus niches, qu'on peut faire développer, alors peut-être à moins grosse quantité, parce qu'on se rend compte qu'il y a un petit marché, et être plus personnalisé selon les régions et tout ça. Donc en fait, selon moi, c'est plus le contraire qu'il peut y avoir, parce que du fait de la granularité, de la précision qu'on peut avoir dans les tendances qu'on apporte et des données qu'on apporte, on peut avoir un positionnement beaucoup plus fin pour chaque marque. Et en fait, chaque marque, finalement, poursuivie doit avoir son propre ADN, et donc c'est effectivement, à partir d'une même information sur, je sais pas, le panier en osier, faut produire des produits très, très différents. Après, si justement ils prennent au pied de lettre et qu'ils font une copie conforme des fashion shows, à la rigueur, ils n'ont même pas besoin de nous. C'est ça. Donc c'est potentiellement plus, ce qui se faisait auparavant. Voilà, c'est potentiellement ce qui se faisait auparavant. Et justement, avec ces outils-là, ça permet, c'est justement de prendre plus de risques, de se dire, ok, je peux lancer ce produit-là parce que j'ai vu qu'il y avait un marché peut-être dans cette région-là du monde, et donc je vais pas le prendre à grande échelle parce que c'est pas la tendance phare, mais je vais pouvoir à la fois avoir ma propre ADN de marque et répondre à la demande, et pas avoir justement cette tendance qui est tiens, aujourd'hui c'est le bleu et tout le monde produit du bleu, quoi. Le panier en osier bleu. Voilà, le panier en osier bleu, okay. Voilà, c'est ça. Par exemple. Je sais pas si c'était un bon exemple. Mais... Oui, en fait, je suis pas sûr que ça marche beaucoup, mais voilà. On va innover. Sur la manière dont vous travaillez, quelles sont les avancées, parce que j'imagine que les avancées techno elles sont permanentes, quelles sont les avancées finalement actuelles, et ça va nous permettre quoi dans 2 ans? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans 2 ans en exploitant l'IA? En fait, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, ce qu'on fait actuellement, ce qu'on est capable de reconnaître automatiquement dans les images, on n'était pas capable de le faire il y a 5-7 ans, quoi. Et encore. Même au niveau recherche, quoi. C'est que, on dit effectivement intelligence artificielle, ce qui ne veut pas dire grand-chose. L'innovation, depuis quelques années, c'était ce qu'on appelle le deep learning. Donc, c'est un terme technique, mais en gros, c'est l'utilisation de réseaux de neurones, de millions de réseaux de neurones qui s'inspirent du fonctionnement du cerveau humain. De manière simplifiée, bien sûr, on est très loin de l'intelligence humaine, ça aussi, ça fait partie des mythes qu'on a, c'est pas parce que on arrive à faire des algorithmes, des modèles qui sont très précis sur une tâche spécifique, très performants sur une tâche spécifique, comme la reconnaissance d'image. C'est vrai qu'actuellement, avec les outils deep learning, on peut avoir des performances supérieures à l'être humain dans des tâches de reconnaissance d'image. Mais c'est une tâche. Très précis. Voilà. En revanche, en intelligence globale, nos algorithmes sont moins intelligents qu'un enfant de 4 ans, quoi. Ça c'est intéressant, parce que je pense effectivement mais que c'est ce qui est dans les mythes... C'est un mythe total de penser que ce qu'on développe pourrait être plus intelligent que l'humain. Ouais. Non. Ça répond à une demande. À une tâche extrêmement précise. Ça peut répondre beaucoup mieux, mais voilà,
ça dit pas du tout, on peut pas du tout l'étendre à d'autres tâches qui sont ne serait-ce que juste saisir cette bouteille d'eau. L'algorithme qui est capable d'être très précis dans ce qu'il reconnaît dans le sac, il est incapable de faire ce genre d'étapes. Et encore plus dans la compréhension du langage, par exemple. Là aussi, il y a pas mal de mythes. C'est pas parce qu'on arrive à traduire automatiquement de manière très précisément du français à l'anglais qu'on comprend que l'algorithme comprend le sens du langage qui est tellement complexe, qui dépend du contexte, de comprendre l'ironie. Ça, on a des années-lumière, quoi. Ouais. Donc, voilà. Non, mais voilà, parenthèse. Du coup, les étapes, là, la prochaine étape pour vous, c'est quoi ? Voilà, donc nous, ce qu'il faut comprendre pour que les outils autour de la reconnaissance d'image fonctionnent bien, c'est qu'il faut les spécialiser dans un domaine précis pour qu'ils aient un intérêt. Parce que, justement, si on prend un algorithme comme ça sans données, en fait, ça donne rien. Il n'y a pas de performance. Il n'y a aucune performance en tant que telle. C'est-à-dire que quand on parle d'intelligence artificielle, enfin surtout de deep learning, c'est l'algorithme plus les données associées. C'est pour ça que nous, on s'est spécialisé dans le luxe et la mode au départ, c'est pour avoir une technologie qui soit extrêmement précise. Parce que si on dit juste que la tendance l'été, c'est la jupe, ça va intéresser peu de gens. Enfin, je pense que je ne vais pas apprendre grand-chose. Donc c'est pour ça que nous, il y a un énorme travail, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'expertise humaine, d'experts fashion, pour aider nos algorithmes à être de plus en plus précis, de reconnaître pas la jupe, mais la jupe plissée, la jupe midi, la jupe... voilà. Donc chez vous, il y a une intervention humaine des spécialistes de mode, en fait. Il y a, voilà, exactement, il y a tout un travail de constitution de ce qu'on appelle notre thésaurus. C'est un ensemble de catégories, d'attributs qui sont très, très techniques mode, qui regroupent... alors j'ai appris qu'il y avait plus de 50 types de cols, par exemple. Moi, je pensais qu'il y en avait 3-4. Ouais. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec des experts mode pour arriver justement à reconnaître ces 50 types de cols. C'est les formes des vêtements, de reconnaître les couleurs. Il ne faut pas juste dire... comme moi j'ai le bleu, blanc, rouge, un peu plus subtil que ça, les formes, les Pantones. Voilà, arriver aux Pantones. Donc toute cette constitution-là, c'est à la fois de la technologie, mais aussi une spécialisation et de l'apprentissage. Ça, vous êtes en cours. C'est constant, c'est-à-dire que on reconnaît plusieurs milliers d'attributs actuellement, plusieurs milliers de sacs, de modèles de sacs, comme très précisément jusqu'au code article, mais forcément c'est quelque chose de constant. L'évolution de la technologie, qu'est-ce qu'elle permet ? En fait, pour apprendre à reconnaître un élément, par exemple, ce verre, il fallait, il y a quelques années, peut-être plusieurs milliers de photos de ce même verre pour le reconnaître. Là, un des gros enjeux dans l'intelligence artificielle, dans le deep learning, c'est se dire, finalement, je veux simplement une image, et à partir d'une seule image, je suis capable de reconnaître un nouveau sac à main, un nouveau modèle de montre, de chaussures. Donc c'est comment j'arrive à apprendre le plus rapidement possible, finalement presque comme un être humain, parce qu'on n'a pas besoin de voir 10 fois le même sac saddlebag pour reconnaître que c'est un saddlebag. Avec une ou deux images, on peut reconnaître. Donc ça, c'est vraiment une avancée importante. Mais ce qu'on oublie aussi dans la partie technologie, on va dire intelligence artificielle dans son globalité, pour que ça fonctionne au niveau industriel, en fait, il y a une énorme étape de industrialisation de cet algorithme. Parce que c'est pas parce que ça marche un petit peu sur le coin d'une table ou dans un laboratoire de recherche que ça peut marcher sur des millions d'images et qu'on peut très facilement... Ça, c'est intéressant, parce que c'est pas su du tout, ça. Non, c'est pour ça que les gens se disent tiens, j'ai vu que Google, il fournissait des outils pour faire de l'intelligence artificielle. Il suffit d'utiliser et puis je mets en production et c'est bon. Ouais. Non, ça marche pas comme ça. C'est un peu plus compliqué. C'est comme, en fait, de l'industrie classique. Exactement. En fait, c'est... entre le prototype, je sais pas si je prends une voiture, le prototype qui est un salon de l'auto et cette industrialisation de ce même prototype, je sais pas, je suis pas expert dedans, mais j'imagine que c'est plusieurs années. Ouais. Et en informatique, on arrive à réduire ce temps-là, mais il existe encore. C'est-à-dire qu'il y a quand même, nous, un des plus gros travaux qu'on fait, c'est cette partie industrialisation. C'est comment automatiquement, je suis capable de reconnaître le nouveau sac qui est sorti chez Dior la semaine dernière en quelques jours. Et ce n'est pas juste une question d'algorithme d'intelligence artificielle. Bien sûr, c'est important, mais c'est peut-être, j'ai pas les proportions, c'est peut-être 10 ou 20% du travail, qui est vital, mais toute la partie j'industrialise ça, et je suis capable de le faire à une grande échelle. Par exemple, nous, on analyse plusieurs millions d'images chaque jour. Donc ça veut dire, ça tourne pas sur une seule machine, ça tourne sur des centaines de machines
de par le monde, et toute cette partie qui est un peu la face immergée de laser, et donc c'est une des plus grosses parties qu'on oublie dans ces projets-là, parce que ça et dans tous les sujets. Ça coûte beaucoup d'argent. Oui. Et je reviens justement à la question du financement. Je vois la transition. Non, mais c'est important parce qu'on est dans l'écosystème startup. Il y a beaucoup de structures pour l'amorçage, pour aider au développement des startups. Mais il y a un moment, il faut lever des fonds. En Exactement. fait, par l'activité en elle-même, il y a très peu d'acteurs qui peuvent émerger. Donc, il y a un système qui est quand même assez particulier où il faut aussi être sexy. On parlait de sexy tout à l'heure, mais il faut être sexy pour les investisseurs. Là. Ouais. Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que la plupart des entreprises qui se créent ne sont pas en mode start-up. C'est-à-dire qu'on peut créer des entreprises extrêmement profitables sans lever de fonds. C'est vrai que c'est important. Non, mais c'est important de le rappeler, parce qu'on a un peu tendance à se dire, je vais créer une start-up. Parfois, c'est pas une start-up, on va créer une PME qui va grossir, mais on n'a pas forcément besoin d'investissement énorme au départ, et c'est pas forcément une croissance énorme. Et il n'y a pas de bien ou de mal, je pense que les deux sont intéressants, et parfois on a tendance à se dire, faut absolument que je fasse des levées de fonds. Nous, je donne notre exemple, les 3 premières années, on n'a pas fait de levée de fonds parce que on était en mode conseil, on faisait des prestations de services, et on développait une solution, et on arrivait à se financer. C'est-à-dire qu'avant de lever des fonds, en fait, on avait déjà des financements. Après, il y avait un choix qu'on a voulu faire, c'est justement créer un produit, et là on avait besoin d'investissement pour à la fois recruter des personnes et développer et commercialiser vite, parce que quand on dit start-up, c'est croissance forte, et par rapport à ce qu'on souhaite développer, si on veut prendre le marché et être leader sur le marché, il y a une question de timing, et donc les investissements permettent finalement de gagner du temps. Sinon, on aurait peut-être pu le faire, mais en 5 ans, en mettant des focus, parce qu'il fallait ramener de l'argent sur des projets qui sont un petit peu connexes. Donc, voilà. Et là, il y a potentiellement des concurrents internationaux. Là, en fait, on a la chance, justement, on a une fenêtre de tir pour se rendre compte qu'on n'a pas des concurrents directs sur ce qu'on propose. Parce que, justement, on est sur une technologie très précise, très pointue, dans un secteur précis. Et la combinaison, on n'est plus une kit techno, on est un produit, une solution directement utilisable par des métiers qui ne s'intéressent pas à la techno, mais à ce que fournit la techno, et un produit directement utilisable. Du coup, en tant que prestataire. Voilà, et on s'adresse pas aux équipes IT qui doivent développer ensuite une solution à ce niveau-là. Donc ça, en tant que personne tech, c'est un challenge, parce que ça change le rapport, et ça change la manière de penser, parce que quand on vient de la techno, on est fier de cette techno, on parle que de la techno, et on oublie qu'il faut qu'elle serve à quelque chose. Et donc là, c'est pour ça que justement, nous, on a voulu lever des fonds pour justement recruter aussi des personnes complémentaires qui nous permettent de passer ce cap de techno à produit. Et ça paraît un peu évident quand on se dit comme ça, mais c'est un changement radical dans la manière de fonctionner. Et donc c'est un défi, mais en même temps, ça change totalement l'entreprise et la relation avec le client final. Voilà. Le client Et nous, c'est ce qu'on cherchait à faire. Voilà. Ce qui est intéressant, vous avez eu le prix LVMH de l'innovation en 2017. J'imagine que justement, pour les clients finaux, ça a aussi permis d'accéder à des interlocuteurs qui n'étaient pas forcément les techs, et de parler à ces gens-là de manière un peu plus simple. Nous, c'est vrai que, en fait, une des raisons aussi pourquoi on a choisi le secteur du luxe, c'est qu'on s'est dit, en France, on a quoi comme secteur où on est référent dans le monde ? Le luxe, parce que c'est vrai que moi j'avais été étonné en allant aux États-Unis que même des entreprises dans d'autres secteurs qui sont mondiales, aux États-Unis n'ont aucun impact. Et alors que si on dit LVMH par exemple aux États-Unis, là il y a pas de, il y a forcément un respect, surtout depuis le rachat. Voilà. Donc il y a un respect. Donc on s'est dit autant capitaliser sur ça. En France, on est reconnu en intelligence artificielle, on est reconnu en luxe. Autant mixer les deux. Travailler sur les deux. Et donc le fait justement d'avoir ce prix LVMH, on ne s'est pas rendu compte tout de suite, mais ça a eu un impact en termes de visibilité en France bien sûr, mais à l'international. C'est-à-dire que quand on est les États-Unis, on nous parlait du prix LVMH, alors que tous les autres prix, ça à rigueur, ça leur parlait pas. Alors que là, ils nous ont dit vous avez gagné le prix LVMH. Voilà, c'est quand même une des. C'est une petite carte blanche. Une grosse carte blanche. Bon, tant mieux. Une grosse farce. La question que je me posais, c'est par rapport au groupe, aux marques, est-ce qu'ils sont, vous disiez, faut arriver à leur parler, ils sont mûrs pour ces outils-là que vous et d'autres leur proposez ? En fait, ça a changé, je pense, depuis 1 an. C'est-à-dire que quand on a commencé, justement, il y a 4 ans, il n'y avait que les marques qui étaient très innovantes, qui étaient très portées sur ce sujet-là qu'on pouvait adresser. Donc les early adopters qu'on pouvait adresser. C'est pour ça qu'on a pu travailler assez tôt
avec Louis Vuitton, parce que voilà, ils ont cet ADN d'innovation, ils ont une équipe d'innovation importante. Avec du budget, ils sont prêts justement à tester, parce qu'à l'époque, quand on a commencé avec eux, on n'avait pas du tout de produit, on avait une idée, une idée, un concept, et c'est avec justement, en discutant avec eux et en échangeant sur une longue période qu'on a pu construire cette solution-là, quoi. Et maintenant, les marques se sont rendues compte que c'était important pour eux d'avoir l'information qui est autour de tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux. Et que c'était impossible. Il y a beaucoup de marques qui essaient de développer ça en interne, même des grands groupes. Mais c'est pas qu'une question d'argent. C'est pas leur métier de développer des solutions technologiques aussi abouties. Et même des solutions moins technologiques. Chacun son métier. Et donc, depuis, c'est vrai que là, on voit vraiment la différence depuis 1 an, où on arrive à convaincre des acteurs qui ne sont pas leur lead adopteurs, mais qui ont juste besoin d'une solution pour mieux comprendre ce qui se passe et mieux anticiper les tendances. Et vous le voyez comment ? Est-ce qu'ils sont en train de se dire sur des prestations, un savoir-faire que vous avez, ou sur d'autres types de techno qui, pour eux, c'est pas du tout leur métier, ils se disent on va les intégrer, ou ils sont quand même en se disant non, on va les aider à grandir, mais on va avoir besoin d'eux sur un temps donné, on n'a pas besoin de les acquérir. Il y a une notion d'intégration, ou plutôt d'aller créer un écosystème ? Je pense que c'est plus créer un écosystème de ce que je vois actuellement. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Après, ils se rendent compte que c'est quand même un enjeu stratégique, donc peut-être que c'est quelque chose qui va évoluer au cours du temps. Pour l'instant, ils se rendent compte de l'intérêt. On est encore au début de l'utilisation de ces outils-là. Et au fur et à mesure, ils prennent conscience de l'impact que ça peut avoir d'utiliser ces solutions-là, si elles sont bien utilisées. C'est pas justement, c'est tout un enjeu. Et c'est pour ça que nous, on a aussi tout un enjeu d'accompagner le client au départ, dans une phase pour que ça soit pas juste un outil sur l'étagère, mais qu'ils se rendent bien compte que si on l'utilise bien, ça peut justement être un outil qui est utile au quotidien pour aider dans la prise de décision. Là où c'est intéressant, où l'horizon est peut-être encore plus large, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des réflexions sur les modes de production, finalement, de remettre en cause la manière dont ça se passe, et d'avoir toutes ces données, ça peut permettre ça. Oui, exactement. C'est-à-dire que on a envie de produire mieux, d'arriver à avoir moins de stock, et aussi potentiellement, justement, en rapatriant la production, on a besoin d'avoir le maximum d'informations avant de lancer la production de, 100 000 t-shirts. On a envie d'un petit peu d'être sûr. Le plus juste possible. Voilà, c'est-à-dire finalement, je vais peut-être en mettre 70 000. Oui. Ou 120 000 parce qu'il y a quelque chose. Et donc, les outils qu'on propose font partie d'un ensemble d'outils qui aident dans cette prise de décision et qui permettent de produire au plus juste. Et je pense que c'est important parce qu'effectivement, il y a bien évidemment la logistique à mettre en place, donc des outils à changer à ce niveau-là pour rapatrier. Et même pour la partie, quand on parle de sustainability, il y a bien évidemment le fait de produire avec des matières moins polluantes et qui a un impact énorme. Mais si on arrive à produire moins et produire mieux, l'impact il est déjà gagné. Donc c'est un ensemble de choses. Bien sûr, on n'a pas la solution miracle pour tout, mais on pense qu'avec des solutions de ce genre-là, différents acteurs qui sont en train d'émerger sur la production, sur l'analyse, l'ensemble de ces ensemble ça va faire un mieux. Et à la fois pour le côté écologique, mais même du point de vue économique. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, ce cercle vertueux, quoi. Ça va pas être que du greenwashing, parce qu'au final, tout le monde est gagnant, quoi. On a hâte de voir l'évolution. C'est assez passionnant cette transformation du secteur. Tony Painville, merci beaucoup. Merci. C'est ainsi que se termine ce nouvel épisode du podcast Luxury Insight Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute.